Donc ça, ici, voici la plateforme Cormas. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais charger le modèle donc ESSEC dans la plateforme. Voilà. Voilà. Et ce modèle, voilà, ça c'est la simulation, l'interface principale de Cormas, où on voit en fait donc des boutons pour initialiser mon modèle. Voilà, je vais initialiser. Et là, j'ai une grille spatiale je sais pas, qui représente un peu donc l'état initial de ma simulation. Vous voyez ici que je peux coder mes agents, donc j'ai des classes là, en anglais, hein, tous mes agents que je vous ai décrits tout à l'heure. À chaque, à chaque clic ici, je fais un pas de temps, ce qu'on appelle en anglais step. Je fais un step. Donc la simulation multi-agent, souvent, ça avance par step, par pas de temps. Et à chaque fois que je fais un clic ici, je vois que en fait, ma grille verte devient de plus en plus foncée. Chaque cellule de mon automate cellulaire, là, chaque cellule devient de plus en plus foncée parce que chaque cellule met en branle l'équation logistique que je vous ai décrite tout à l'heure. J'ai aussi une autre façon d'observer cette simulation par la biomasse totale qu'on peut voir dans l'environnement. Ça, c'est la somme de toute la biomasse de toutes les cellules de végétation. Et on voit qu'à chaque fois que je clique ici, cette biomasse augmente. Voilà. Vous avez remarqué que dans cette simulation, en fait, on n'a que de la plante, on n'a aucun ruminant. Et ce que vous remarquez aussi, c'est que plus je simule, plus j'avance dans le temps, plus en fait on arrive à une espèce de climax là. On voit que ma végétation, ma grille spatiale devient de plus en plus verte foncée. On arrive donc à une situation maximum. Et là, je peux simuler plus rapidement et j'obtiens en fait ma première simulation. Bon, ça c'est intéressant, mais pas sans plus. On va simplement une équation logistique, ce qu'on appelle une sigmoïde, à l'ensemble du paysage. Je vais répéter cette simulation, mais là, je vais initier le même état initial, mais pour le coup, là, je vais rajouter 10 agents rouges et 10 agents bleus. Et à chaque fois, je vais faire un pas de temps, etc. Donc, vous voyez que ma végétation augmente, mais qu'à chaque fois que je fais un pas de temps, mes agents vont monter, vont augmenter aussi. Ici, j'ai cet agent bleu, par exemple. On va suivre cet agent bleu. Donc, je vais prendre cet agent bleu et je vais le traquer. Et à côté, il a une vision que locale et autour de lui, par exemple, cette cellule-là, elle vaut 2,1. Elle a 2,1 de biomasse, donc c'est au-dessus de 2. Donc, je sais que vu que c'est la plus foncée autour, que mon agent va aller là. Je fais juste un step pour voir, pour vérifier. Et en effet, cet agent est allé là. Et il a mangé 50% de la plante. Celui-là, je vais en prendre un autre qui est un peu isolé, un rouge. Voilà. Je vais prendre celui-là, par exemple, et je vais le traquer aussi. Et on va voir où est-ce qu'il va se déplacer. Voilà. Et à chaque fois que la rouge se déplace, vous voyez que derrière, il nettoie l'environnement puisqu'il mange 99% de ce qu'il rencontre. Et donc, je peux simuler comme ça. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, je ne vois pas trop de différence pour l'instant. Et si je simule plus rapidement, on voit un premier effet. C'est que là, mon environnement, en fait, ma biomasse générale a commencé à redécroître. Je vais ouvrir une autre source et on va regarder la taille des bleus et la taille des rouges. Et ce qu'on voit ici, c'est que les agents rouges et bleus étaient à 10 et 10 chacun, mais qu'ils ont commencé à se reproduire. Et d'ailleurs, les rouges se sont plus reproduits que les bleus. En ce moment, on est à peu près à 70 rouges et 18 bleus. Je continue ma simulation. Maintenant, les animaux ne se reproduisent plus. En fait, l'environnement, là, vous voyez qu'il est pratiquement désertique, on voit pratiquement plus de vers, il n'y a plus rien à manger. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les animaux ont cessé de se reproduire, mais non seulement ils ont cessé de se reproduire, mais ils sont en train de décliner. Les populations déclinent. Je continue. Ils déclinent tellement que c'est l'effondrement. Là, on a un effondrement total de nos espèces. Mais étant donné que maintenant on a très peu d'agents, on a des zones où il n'y a pas d'agents, et bien l'environnement, là, a le temps de se régénérer. Et là, c'est ce qu'on voit ici dans la petite courbe verte. On voit une réaugmentation
de la biomasse globale. Et je continue ma simulation. Voilà. Là, j'ai fait 160 pas de temps. Et on voit qu'à la fin de cette première crise environnementale, les populations ont vraiment dégusté. Et les rouges sont encore plus assez nombreux, mais les bleus, il n'y en a plus qu'un. Je vais simuler un peu plus longtemps ma simulation, vers 800 pas de temps, et pour voir ce qui se passe à plus long terme. Et là, on arrive à une deuxième crise environnementale. Et ce qu'on s'aperçoit là, ce dont on s'aperçoit, c'est que maintenant, ça y est, les bleus ont complètement disparu. Et les rouges survivent avec des crises régulières, des fluctuations régulières. On a des fluctuations, vous voyez la ligne rouge ici. La ligne rouge montre qu'on a des fluctuations régulières des agents rouges, des agents ruminants, et des fluctuations régulières de l'environnement, et une extinction complète des bleus. Voilà. Je sais maintenant qu'il n'y aura plus d'extinction des rouges, ils vont continuer à survivre comme ça. Je reviens sur ma présentation. Voilà ce qu'on observe. Ça, c'est les sorties. Donc, le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, que vous voyez sur la simulation, on a donc ces fluctuations de la biomasse totale et du nombre d'agents rouges. Et en fait, ce modèle est très comparable à un autre modèle. En fait, j'arrive pas à lire mes titres à cause de Zoom, qui m'empêche de lire mes titres. Je vais essayer d'enlever la barre. Oui, un peu mieux. Voilà. Je ne sais pas si on peut la mettre de côté ou pas. Non. Bon, ça, c'est le problème de Zoom, hein, c'est qu'il y a des barres de titres qui, moi, de mon côté, m'empêchent de voir. Donc ces fluctuations correspondent à un modèle très connu qu'on appelle le modèle de Lotka-Volterra. Et en fait, ça a été un modèle qui a été créé, deux modèles qui ont été créés de façon indépendante par deux scientifiques, un russe, Lotka, et un italien, Volterra, dans les années 1930, qui étudiaient justement des relations de proie-prédateur. Et ils essayaient de voir à partir de modèles mathématiques pour le coup. Et donc, en bas, vous avez ce modèle mathématique à équation différentielle, où vous avez le flux de proie et le flux de prédateurs en rouge. Et quand on simule ce système à équation différentielle, il y a aussi des outils informatiques pour simuler ça, hein. Là, en haut à gauche, là, c'est un schéma fait avec Vensim, qui est un outil pour faire de la simulation mathématique. On voit ici, dans la simulation, dans la partie gauche, en bas, des fluctuations régulières entre les proies et les prédateurs. Plus il y a de proies, ça augmente, les proies augmentent. Et vu qu'il y a de plus en plus de proies, les prédateurs vont trouver de plus en plus à manger, donc ils vont pouvoir manger plus et se reproduire plus. Et plus il y a de prédateurs, plus ça affecte le stock de proies qui diminue, etc. Donc on a en fait ces fluctuations régulières et un peu déphasées dans le temps. Et bien, ce qu'on a observé à l'instant, on a un peu le même genre de résultat. Les proies, pour le coup, c'est les plantes, et les prédateurs, c'est les vaches. On n'est pas habitué à parler de vaches comme prédateurs, mais en fait, si on se met du point de vue des plantes, les vaches, ce sont des prédateurs. Et donc, on a pareil, ces fluctuations régulières entre les proies et les prédateurs, et déphasées. Et donc là, ces deux résultats, c'est ce qu'on appelle l'alignement de modèle, en anglais, hein. J'aurais dû mettre deux L, pour montrer que, en fait, ces modèles qui sont complètement sur deux paradigmes complètement différents montrent des résultats qui sont très similaires. L'alignement de modèles, c'est un phénomène très important quand on parle en science, dans la science des modèles, pour augmenter notre confiance dans les modèles, dans les résultats des modèles. On ne va pas parler de validation pure et dure, qui est un mot un peu trop fort, pareil que prédiction, mais on va plus parler de confiance. Et c'est un travail qui a été mené, donc, par exemple, sur la question du réchauffement climatique, pour montrer que le climat a augmenté, chauffé, et en fonction de certains indicateurs, de paramètres, on voyait que les différents instituts de recherche montraient que le climat augmentait. Il y avait beaucoup de gens, surtout il y a quelques années encore, qui étaient très sceptiques, hein, vis-à-vis de ce réchauffement climatique. Ils disaient non, il n'y a pas de réchauffement climatique. Les modèles sont faux. De toute façon, tous les modèles sont faux. Donc, moi, je ne crois pas à vos modèles. Mais le fait que des institutions diverses dans le monde, qui soient indépendantes, arrivent à des schémas
d'évolution du climat qui soit comparable et aligné, eh bien ça, c'est un phénomène scientifique qui nous permet de renforcer notre confiance dans les résultats de ces modèles. Donc, ça permet de renforcer la confiance dans je vais dire prédictions scientifiques, mais plus des explications scientifiques. Donc ça, c'est un premier point important. Un deuxième point important, c'est que maintenant, ce modèle, en fait, de ESSEC, là, il illustre un principe, ce qu'on appelle le principe de compétition compétitive, le principe de Gauss, qui était un scientifique, un biologiste dans les années 30, pareil, qui a expliqué que si deux espèces sont en compétition biologique pour les mêmes ressources, sur une même niche, ben, ces deux espèces ne peuvent coexister durablement. Et Gauss explique que l'espèce ayant la meilleure fitness éliminera l'autre. La fitness, c'est un terme, ça n'a rien à voir avec la salle de muscu, hein. C'est un terme qui avait été développé, proposé par Darwin, qui est en fait la valeur sélective, qui est le nombre de descendants qui peut atteindre la maturité sexuelle. Et donc ici, dans le cas de notre modèle ici, ben, la population avec la meilleure fitness, c'est les populations rouges, ceux qui ont la capacité d'utiliser au maximum les ressources de l'environnement pour se reproduire. Et en fait, avec cette élimination de la population bleue ici, par la population rouge, on illustre ce principe de Gauss, ce principe d'exclusion compétitive. Voilà. Donc, je peux resimuler mon modèle. Je recommence. J'ai un état aléatoire qui est un peu aléatoire, donc je ne vais pas forcément avoir la même simulation. C'est ce qu'on appelle un phénomène, une simulation stochastique, à l'inverse de simulation déterministe. Là, on a de l'aléatoire, donc c'est stochastique. Mais, a priori, je suis quasiment sûr à 98% de chances que je vais retrouver le même type de comportement. Voilà. Ici, une première crise environnementale très violente. Les bleus sont pratiquement morts. Là, parfois, ils meurent dès la première crise. Parfois, ils meurent. Ah, là, ils ne sont pas encore morts à la deuxième crise. Mais je sais qu'à la troisième ou quatrième crise, ils vont tous disparaître. Donc, il y a encore un bleu qui survit. Mais je pense que à terme, je sais, voilà, ça y est, je sais que ce bleu va disparaître. Donc là, à nouveau, j'ai réillustré donc, ce principe d'exclusion compétitive. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que ici, ce modèle est déterminé, est stochastique, il y a de l'aléatoire, mais en fait, il est robuste dans le sens où on a des schémas globaux, ces grandes fluctuations, qui émergent de la simulation. À aucun moment dans la simulation, je dis je voulais des cycles. C'est quelque chose qui émerge. Et ces patrons, ce qu'on appelle des patterns ou des patrons, euh, sont, sont réguliers à chaque simulation. Donc, c'est ça qu'on appelle la robustesse. À chaque fois que je vais recommencer une simulation, j'aurai ce même type de comportement émergent. Maintenant, je vais refaire la même simulation, ou alors je peux dire, l'intérêt de Corma, c'est qu'en plus, on peut manipuler nos agents. Par exemple, ici, à partir d'ici, je suis toujours embêté avec la fenêtre de zoom. Euh, Ici, je vais dire que je vais éliminer tous mes agents rouges. Donc là, je vais les détruire. Et to all entities. Et puis, et je vais reprendre mon schéma ici. Et je vais dire que je vais créer aléatoirement 33 agents bleus. Voilà. Et je vais continuer ma simulation. Je continue. Je n'ai pas arrêté mon système. Et là, on voit donc très clairement sur mes courbes que les rouges, ça y est, se sont écroulés et que les bleus se développent de plus en plus. Et d'ailleurs, en termes de biomasse pour la végétation, tout va bien. Ça va de mieux en mieux. On va avoir peut-être que des régulations, des fluctuations assez régulières de l'environnement, mais les bleus ont occupé tout l'espace et tout va bien. Ben voilà, je suis arrivé à mes 800 pas de temps. Je vais maintenant dire que c'est la situation en Australie avant que des lapins arrivent. Je vais créer un seul lapin, ici, n'importe où. Ce n'est pas un lapin, hein, c'est un ruminant. Mais je vais juste ajouter un animal et je vais regarder ce qui se passe. Mais là, je considère que
Là, je suis dans une situation à l'équilibre. Les bleus ont occupé tout l'espace, ils sont en pleine forme. Je vais juste rajouter un rouge et voir ce qui se passe. Et je continue ma simulation. Et qu'est-ce qui va se passer en termes généraux? Ben, les rouges commencent vaguement à se reproduire. Ils ont du mal au début parce ils sont en compétition avec les bleus. Mais il suffit d'un seul animal exogène pour détruire cet équilibre qu'on avait entre les bleus et leur végétation. Voilà. Et vous voyez là sur les courbes que la population bleue s'écroule complètement et que les rouges ont pris le dessus. Et voilà, il n'y a plus de bleu. Voilà. Donc l'intérêt de la plateforme Corma, c'est qu'en fait, on peut manipuler les agents. On peut créer des agents, on peut aussi les déplacer. Là, je vous montre. Je vous montre. Voilà. On peut aussi les déplacer, les mettre à un endroit donné, etc. On peut leur envoyer des messages particuliers. Je dis à lui, ben vas-y, bouge vers l'est, voilà, etc. Euh, Maintenant, je vais refaire une simulation, la même simulation, mais avant, je suis toujours embêté avec cette barre de zoom. Voilà, je vais faire cette simulation-là. C'est exactement... Ah, ben non, je prends une autre simulation. J'ai un petit souci sur ma... Excusez-moi, j'espère que je ne vais pas avoir de bug ce coup-ci. Non, oh, énorme. Voilà, j'ai exactement la même simulation. J'ai 10 agents rouges, 10 agents bleus, mais j'ai un espace qui est beaucoup plus grand, pour le coup, là, il est énorme, beaucoup plus important. Et j'ai des oasis, des patchs de végétation. Entre ces oasis, là, chaque cellule, là, je vais mettre en mode normal. Chaque cellule, là, celle-là, par exemple, n'importe laquelle, elle a zéro. Sa biomasse reste zéro. Donc, la fonction logistique va rester zéro tout le temps. Donc ici, j'ai des zones désertiques en blanc et la population bleue, dans ces zones désertiques, il n'y aura jamais de verdure. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer là? Si je simule, est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se passer en termes de qui va gagner? Est-ce que ce sont les bleus qui vont gagner ou est-ce que ce sont les rouges? Eh bien, j'avance parce que le temps avance. Ce qu'on va voir ici, c'est que bon, ça va, l'espace est très grand, donc ça simule plus doucement. Mais ce qu'on va voir ici, dans ce cas-là, c'est que les bleus, finalement, vont survivre alors que les rouges, au bout d'un moment, du fait de leur comportement, ils vont éliminer, ils vont détruire leur oasis sur lequel ils se trouvaient. Et finalement, à force de chercher aléatoirement un nouvel oasis, ils ont toutes les chances de disparaître. Bon, j'arrête la simulation là. Voilà, ça y est, ils sont morts. Donc ici, en fait, ce que mon petit modèle montre encore, c'est que il illustre ce principe d'exclusion compétitive de Gauss, à gauche là, les rouges éliminent les bleus, mais dans certains cas particuliers, on a une espèce de réfutation de ce principe de Gauss, où là, en fait, ce sont les bleus qui survivent, alors que les rouges ont une fitness plus importante. Donc, avec le même modèle, en fait, on peut avoir des choses contradictoires. Et ça, c'est l'intérêt de la modélisation, c'est que ça nous force à réfléchir. Le deuxième intérêt de ces types d'outils, c'est que ce modèle multi-agent, je vous ai expliqué assez lentement, mais il permet d'expliquer des phénomènes biologiques à des élèves, à des gens qui ne savent pas lire. Et les gens, vraiment, je l'ai fait à de nombreuses reprises, comprennent tout à fait ce qui se passe. Je vais avancer dans ma présentation parce que le temps. Pierre, Oui? j'ai remarqué par rapport aux deux cas. Donc, dans le premier cas, au niveau de chaque cellule de la biomasse, il y avait la présence seulement d'un seul agent. Contrairement maintenant au deuxième cas où les cellules sont assez grandes, il y avait la possibilité d'avoir plusieurs agents sur une même cellule. C'est ça? Non, non. Il y a toujours un seul agent par cellule, dans les deux cas. Le modèle est exactement le même. C'est exactement les mêmes règles. La seule différence, c'est la configuration initiale spatiale. Vous pouvez revenir à la dernière simulation que vous avez faite? Oui, celle-là? Oui. Donc, attends un instant, je vois déjà deux agents au milieu.
Là, Ah oui, mais ça, ce n'est là, pas une cellule. Attendez, je vais vous montrer les cellules. Ici, les cellules, elles sont là, les cellules. Donc ici, sur cet ok, oasis-là, ok, il y a 9 j'ai pas cellules. vu ça, ok. J'avais pas vu ça Voilà, comme ça. Ok, merci. voilà, pardon. Donc voilà. Donc non, non, c'est exactement le même modèle, mais simplement le fait de la sensibilité aux conditions initiales est bien explicité là à ce moment-là. Je vais avancer assez rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long. Mais en fait, pour dire que simplement, à partir du moment où on a un modèle, après, il y a toute une phase d'analyse de sensibilité de ce modèle pour vraiment en extraire le maximum d'informations. Excusez-moi, voilà. Donc, cette phase d'analyse est une phase longue, mais qui est indispensable pour bien comprendre le comportement général d'un modèle, de vérifier et de corriger des anomalies, de hiérarchiser les paramètres, etc. Et puis aussi de travailler sur la robustesse, qui est l'inverse, en fait, de l'hypersensibilité d'un modèle. Et de comprendre un peu quelles sont les zones de stabilité dans l'espace des paramètres. Je ne vais pas continuer beaucoup plus là-dessus, parce que le temps file. Je vais vous décrire très rapidement un cas d'étude d'utilisation de modèles multi-agents que j'avais mené au Brésil pour travailler sur l'avancée des fronts pionniers de déforestation en Amazonie brésilienne. Je vais pas rentrer dans le détail, je vais aller très vite, mais pour vous montrer un peu comment on peut utiliser ce type d'outils sur le terrain. Ici, en fait, dans ce système multi-agent, un agent, c'est une famille avec trois types de ressources. D'abord, la première ressource, c'est la ferme, c'est sa propriété qu'elle possède. Sa deuxième ressource, c'est sa main-d'œuvre familiale, donc sa main-d'œuvre, voilà. Et sa troisième ressource, c'est l'argent dont elle dispose. Et on a en fait des flux entre ces trois ressources pour mener des activités. Ici, donc, ces agents, donc là, voilà, ces agents rouges, vous voyez sur la simulation en bas à droite, on a ce qu'on appelle un transect en Amazonie, sur un traverson de l'Amazonie, où en fait, on voit ah, ça ne répète pas. On voit des agents qui utilisent leur espace et qui, au cours du temps, colonisent de plus en plus d'espace. Ils vont coloniser cet espace en fonction. Donc, ça, c'est la thèse d'un chercheur qui s'appelle Thierry Bonodo, qui a travaillé dessus, et je l'ai accompagné pour ce travail, où en fait, on avait une régénération naturelle de la végétation jusqu'à le climax qui est la forêt, et en même temps, on avait des activités des fermiers en fonction donc de leur main-d'œuvre, de leurs besoins, de leurs ressources économiques. Et ces agents avaient des stratégies d'utilisation de la terre. Ce modèle a permis de travailler sur beaucoup de choses, donc de se concentrer d'abord sur les activités liées aux petits éleveurs des fonds pionniers, agriculteurs des fonds pionniers. Et on a utilisé à la fin de cette thèse ce travail pour montrer plusieurs choses. Par exemple, si on propose des subsides pour la préservation de la forêt, eh bien, ce modèle montre que si on ne fait rien, donc on est à zéro subside, en Y, c'est la taille de la forêt à 10 ans. Si on ne fait rien, en fait, on est à ce taux-là de forestation ou de forestation. Et en fait, si on donne quelques subsides, des petits subsides, et plus ça augmente, et ben en fait, plus le résultat est contraire à ce qu'on attendait. C'est-à-dire que plus le niveau de subside augmente, plus l'impact sur la déforestation augmente. Ce n'est qu'à un certain moment où en fait on arrive à inverser la courbe, quand les subsides deviennent très conséquents, et bien là, on a un effet positif sur l'arrêt de la déforestation. Et donc ce petit modèle qui était plus compliqué que celui que je viens de vous présenter, permettait de comprendre et d'expliquer pourquoi on avait ce phénomène-là, contre-intuitif, de dire si on donne des trop petits subsides, en fait, on aura un résultat qui sera contraire à la politique escomptée. Un deuxième résultat de ce modèle, c'est alors maintenant c'est du portugais, parfois je fais du mélange de français, de portugais, d'anglais. Là, dans le modèle là, on va faire deux simulations, une avec un prix du cacao fixé à 0,5 $ par kilo, fixe, et en pointillé donc, et un prix du cacao fluctuant entre 0 et 1 au cours du temps, donc avec une moyenne de 0,5. Pareil.
Qu'est-ce qu'on observe en termes de gains économiques pour les familles? Eh ben, avec un prix stabilisé du cacao en pointillé, donc, on a une meilleure rente pour les familles économiques. Alors en prix fluctuant, on a une rente évolue, mais beaucoup moins bien. En termes de quantité de cacao cultivé, on a un net avantage à la production de cacao que dans la simulation avec fluctuation. Et en termes de déforestation, en fait, la, la simulation avec un prix fixé, ici, donne une déforestation qui est beaucoup moindre qu'avec un prix fluctuant. Ce qui veut dire que, en fait, mais pareil, je suis à nouveau gêné, la stabilisation des prix du cacao à 0,5 kg va limiter l'extension des pâturages et ainsi modérer la déforestation. Et c'est une situation gagnant-gagnant dans le sens où c'est gagnant pour l'environnement, mais c'est aussi gagnant pour les populations locales qui ont un meilleur revenu économique uniquement en stabilisant les prix du cacao plutôt qu'en les laissant fluctuer. Voilà. Donc, à partir de ce modèle, on avait des résultats qui étaient très intéressants et qu'on a publiés.